Donc je propose d'enchaîner avec le sevrage tabagique. J'ai toujours pas de lien d'intérêt en particulier avec l'industrie du tabac ou de la vape. Donc d'abord, lorsqu'on parle prévention, on parle tabac. Mais en fait, le tabac, c'est une vraie maladie qui s'attrape au cours de l'adolescence. Et lorsqu'on fume, la nicotine, qui est la substance psychoactive, arrive au niveau du cerveau, les récepteurs nicotiniques, ça passe par le système dopaminergique, et moi je les compare à une meute de chiens. Et cette meute de chiens, lorsqu'ils reçoivent de la nicotine, ils en réclament toujours de plus en plus. Et donc, nous, notre objectif, c'est soigner nos fumeurs pour calmer la meute de chiens, parce que le tabac va tuer la moitié des fumeurs actifs. Le lien de mortalité est clairement démontré, donc il y a un décalage de 10 ans entre la vente de cigarettes et la mortalité par cancer du poumon. Et finalement, ce que je trouve plus bénéfique dans notre discours, plus intéressant, c'est de parler des bénéfices de l'arrêt du tabac. On est d'accord, nos patients BPCO, l'arrêt du tabac, c'est la seule manière d'arrêter l'évolution de leur maladie. Le fait d'arrêter de fumer, il y a des bénéfices immédiats au niveau de l'odorat, du goût, de l'essoufflement. Il y a une réduction de risque cardiovasculaire dès le lendemain de l'arrêt du tabac. Et le risque, donc la BPCO arrête de s'aggraver, le risque de cancer du poumon par rapport à un fumeur qui continue de fumer est réduit de moitié à 5 ans. Et donc, dans l'étude de Sir Richard Doll, qui a suivi les médecins généralistes anglais des années 50 jusqu'aux années 2000, on voit qu'il y a un bénéfice, quel que soit l'âge. Ce bénéfice, il est maximal lorsqu'on arrête de fumer à 30 ans. Et donc le risque relatif, il est à 1 pour le non-fumeur, il est à 3 pour le fumeur actif. Et donc, lorsqu'on arrête de fumer à 30 ans, le surrisque, il est minime. En arrêtant de fumer à 40 ans, on diminue le risque lié au tabac de 90%. Mais même à 90 ans, il y a un bénéfice à l'arrêt du tabac. Donc aujourd'hui en France, en gros, on a 30% de fumeurs. J'ai regardé les chiffres au Maroc et on vous les envie. Vous avez 12% de fumeurs quotidiens. Et donc c'est surtout, c'est ce que j'ai trouvé, des hommes. Donc, et chez les 30-45 ans, c'est 27%. Le tabagisme chez la femme reste faible. Donc, pour nous, pneumologues, c'est lutter contre le tabac, ça c'est des décisions politiques, parce que ça permet de réduire les épidémies des maladies liées au tabac. Et donc, on pense tout de suite BPC au cancer, mais il y a aussi les maladies infectieuses, en particulier la tuberculose ou la grippe. Et puis, aider nos patients à arrêter de fumer, et on va surtout discuter de ce deuxième point. Donc, comment, au niveau santé publique, faut-il faire? Donc, c'est d'abord s'attaquer à l'industrie du tabac, en limitant la publicité, paquet neutre, et augmenter le prix. Et donc, c'est la mesure la plus efficace, et il faut augmenter le prix brutalement, d'au moins 10%. Et augmenter le prix de 10% fait diminuer le tabagisme de 4%, et ça a été montré dans plein de pays différents. Et c'est aussi une mesure importante pour les jeunes. Aujourd'hui en France, le paquet de tabac est à 10 €, stable depuis 1 an, et malheureusement la prévalence du tabagisme augmente de nouveau. Et l'argument avancé pour pas plus l'augmenter, c'est la contrebande et les achats transfrontaliers. Donc j'ai regardé chez vous et je me réjouis, le paquet de tabac coûte 3,5 €, ce qui est quand même relativement cher. Et c'est vrai que dans le prix du tabac, c'est surtout des taxes. Comment proposer le sevrage tabagique? Nos fumeurs, c'est souvent des gros fumeurs dépendants et je le compare à une montagne. Il y a ceux qui font l'arrêt direct, c'est la face nord, et il y a des risques de rechute. Et puis, il y a ceux qui passent par le camp de base, puis le camp avancé 1-2, donc une réduction progressive, mais l'objectif, c'est le sommet, c'est l'arrêt complet du tabac. Et la seule chose qui a montré le bénéfice en réduisant la morbimortalité, c'est l'arrêt complet du tabac.
quelles sont les options? Donc d'abord les substituts nicotiniques. Et le niveau de preuve est très élevé. On sait que les substituts doublent les chances d'arrêt du tabac. Et ce qui marche le mieux, c'est de combiner les patchs, qui sont une forme à la libération prolongée, avec les substituts oraux qu'on prend à la demande. Donc il y a à notre disposition patchs comme spray, inhaleur. Ils sont remboursés enfin depuis 2018 à 100% pour toutes les maladies chroniques, et nos maladies respiratoires en font partie. C'est facile à prescrire. Voilà. Et pour commencer l'ordonnance, moi je propose une cigarette 1 mg. Donc quelqu'un qui fume 20 cigarettes commence par un patch de 21 ou 25 mg. L'avantage du patch de 24 heures, c'est qu'il va diffuser aussi la nicotine la nuit. Et le grand fumeur, à un moment, il dort. Et donc la nicotine baisse la nuit. Et le matin, au réveil, la meute de chiens réclame sa nicotine. Et donc, s'il y a un patch de 24 heures, la meute de chiens, le matin, elle est calme. Après, la nicotine, comme la caféine, est un psychostimulant. Et donc, certaines personnes n'arrivent pas à dormir avec une petite dose de nicotine. Et à ce moment-là, il faut enlever le patch au coucher. Mais c'est sûr, le réveil est un peu plus difficile à gérer. Ce patch, il peut se coller sur le bras, les cuisses. Il faut bien changer d'endroit parce que la nicotine est irritante, la colle également. Et donc ça peut faire des petites rougeurs. Si les rougeurs sont gênantes, prescrire un petit dermocorticoïde pour les rougeurs. Au niveau des substituts oraux, il faut expliquer comment il faut les prendre. Donc il faudrait plus les appeler substituts buccaux, parce qu'ils passent par voie transmuqueuse. Et donc, par exemple, la gomme, il faut la mâcher 2 fois, puis la laisser reposer entre la gencive et la muqueuse buccale. Si on la mâche comme une gomme classique, on va libérer en très peu de temps toute la nicotine qui va se retrouver au niveau du ventre, et on a mal au ventre, et ça ne marche pas sur le côté manque. Donc c'est dommage. Le spray et l'inhaleur de nicotine, c'est pareil, c'est pas de la ventoline, il faut le diriger contre la muqueuse de la bouche. Ça permet d'éviter le passage hépatique et c'est actif assez rapidement. Donc la cigarette, c'est moins de 10 secondes. Les substituts de nicotine, on est plutôt de l'ordre de 5 minutes. Il n'y a pas de risque avec ces médicaments. On a nos patients qui ont peur, mais voilà, la seule chose qui peut arriver, c'est d'avoir trop de nicotine. Mais les fumeurs, ils ont pratiquement tous déjà fait l'expérience d'avoir trop fumé. Eh ben, ils sont un peu dégoûtés de la cigarette, barbouillés, vaseux, ils ont des nausées, mais rien de grave. Donc, pas de risque. Du coup, je me suis intéressée au niveau du Maroc et ça m'a laissé perplexe. Nicopatch, qui coûte à City Pharma à Paris en vente libre, parce que ce n'est pas remboursé, la boîte de 28 patchs, 24 €, et vendu chez vous à 88 €. Ce médicament n'est pas remboursé, voilà, alors que c'est le médicament le plus coût efficace. Donc j'ai vu des médicaments de la BPCO remboursés, alors qu'au niveau de preuve, les médicaments de la BPCO améliorent la qualité de vie, mais ne vont pas changer l'évolution de la maladie. Le seul traitement qui permet d'arrêter l'évolution de la BPCO, c'est l'arrêt de la cigarette, et les substituts nicotiniques restent quand même le traitement avec le niveau de preuve le plus élevé. Donc voilà, vous allez me faire part de votre avis par la suite. La deuxième option, c'est la varenicline. C'est un agoniste des récepteurs nicotiniques au niveau du cerveau. Donc ça bloque les récepteurs à la nicotine et la meute de chien, elle est calmée. Ce qui est intéressant, c'est que ce médicament enlève le manque et aussi une partie des envies. Et puis, il y a eu des faits divers. Un monsieur qui a tué son épouse, il avait pris 3 comprimés de varenicline et c'est le laboratoire qui a été condamné et était considéré responsable de ce décès.
Il y a également eu un suicide et c'est le laboratoire qui a été considéré comme responsable. Là-dessus, les autorités américaines et européennes ont fait une très large étude qui s'appelle Eagles, avec deux cohortes. Une cohorte de patients psychiatriques, 4000, une cohorte de patients sans problème psychiatrique. Et donc, c'était en triple aveugle. Ni le médecin, ni le pharmacien, ni le participant ne savaient ce qu'ils prenaient comme médicament. Ils avaient tous des patchs et tous des comprimés. Il y avait 4 bras, un bras varicline, un bras bupropion, un bras substitut nicotinique, et puis un bras double placebo. L'objectif principal, c'était les complications neuropsychiatriques, et il n'y en avait pas plus sous varenicline que sous placebo. Donc en gros, ça veut dire que l'arrêt de la cigarette, chez certains, la cigarette elle est utilisée comme une béquille pour le moral. Et lorsqu'on enlève cette béquille, on peut révéler une dépression sous-jacente. Mais ce n'est pas la varenicline qui induit cette dépression, cette aggravation de dépression. Le deuxième objectif, c'était l'efficacité, et là, très clairement, dans les deux cohortes, la varenicline est plus efficace que les substituts nicotiniques, le bupropion, et également, bien sûr, le placebo. Suite à cette étude, la varenicline est remboursée chez les gros fumeurs. Ça se prescrit très facilement, c'est des cachets. Un cachet, donc la première semaine, c'est une augmentation progressive de dose. Donc c'est des cachets de 0,5 mg, c'est la partie bleue. Et puis la deuxième semaine, c'est des comprimés de 1 mg. Et donc c'est la dose de traitement au long cours. Lorsqu'on prend le comprimé, c'est comme si on se prenait une grosse dose de nicotine, donc on peut être barbouillé, donc il faut le prendre avec une collation. Et puis le soir, pas trop proche du coucher pour éviter des problèmes de sommeil. L'American Thoracic Society a sorti en 2020 leurs recommandations et elles sont très favorables à la varenicline. Donc, je résume, ils recommandent la varenicline en première intention, ils la recommandent chez les patients psychiatriques, ils la recommandent en association avec les substituts nicotiniques et ils la recommandent aussi chez les patients non motivés pour l'arrêt du tabac. En gros, nos patients BPCO ou autres qui disent c'est pas le moment, c'est ok, vous commencez par votre traitement, c'est une attitude d'ailleurs qu'on peut aussi avoir avec les substituts, vous collez le patch, ou vous prenez vos comprimés, on refait le point dans 5 mois. Et puis, depuis 1 an, on ne l'a plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans l'usine, et il n'y en a qu'une seule, elle se trouve en Chine. Comme pour pas mal de médicaments contre la tension artérielle, il y a un problème d'oxydation qui s'est fait. Donc ça, on le trouve au niveau alimentaire avec la bière, le jambon. C'est quelque chose qui est très fréquent et ça fait de la nitroso-varenicline. Les nitrosamines, c'est des petits cancérigènes. Et donc là, ce qu'ils ont mesuré, au lieu de 37 nanogrammes par jour, 185 nanogrammes par jour. Et du coup, Pfizer a retiré son produit, et ça fait maintenant 1 an, et je pense que malheureusement, ils font tellement de chiffres d'affaires avec d'autres médicaments, en particulier les vaccins, qui ne sont pas très motivés pour relancer la production de varenicline. En bas, je vous ai mis les tableaux sur le taux de nitrosamine dans une seule cigarette, donc c'est voilà, 4300. Donc le risque pour moi, il est au tabac, pas à la varenicline. Malheureusement, ce n'est pas nous les décideurs, et ça fait 1 an qu'on n'a pas ce traitement. Le troisième point, c'est la cigarette électronique, et clairement, comme il y a peu de données, on est plus dans des croyances que des connaissances. Et donc, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est un dispositif qui est un produit de consommation courant, qui est très utilisé en Europe et ici au Maroc, j'en ai vu très peu, qui chauffe un liquide qui va passer en vapeur. Donc, il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de feu. Les analyses qui ont été faites, donc il y a 3 études randomisées qui ont été regroupées dans une méta-analyse, une Cochrane, et dont la conclusion, c'est que probablement la cigarette est efficace dans l'arrêt du tabac,
que probablement c'est plus efficace que les substituts de nicotine et que probablement c'est pas dangereux. Mais voilà, on regrette qu'après plus de 10 ans d'utilisation de cigarettes électroniques, on ait encore des probables partout. Et lorsqu'on regarde la cohorte des études analysées, ça fait une population de mémoire de 1500 participants. Donc très faible. Il y a un essai qui me semble particulièrement intéressant, c'est celui publié par Peter Haggett dans le New England, qui a comparé cigarettes électroniques avec nicotine versus substitut nicotinique en ouvert chez les grands fumeurs, et à 1 an, ceux qui étaient sous cigarettes électroniques, 18% ont arrêté de fumer, versus 10% avec des substituts de nicotine. Il y avait moins de tout crachat dans le groupe cigarettes électroniques, mais c'est parce qu'ils avaient un peu plus arrêté de fumer par rapport aux substituts de nicotine. En revanche, 80% de ceux qui avaient arrêté de fumer avec la cigarette électronique continuaient la cigarette électronique. Alors qu'avec les substituts, ce chiffre, il était autour de 20%. Donc en gros, les fumeurs qui passent à la cigarette électronique, ils déplacent leur dépendance d'un produit hautement dangereux à un produit qui est peut-être pas parfait, mais qui nous semble moins dangereux. Donc ils restent dans la dépendance. Et on sait aujourd'hui que c'est la fumée qui tue, et dans la cigarette électronique, il y a des composantes, c'est vrai, mais il n'y a pas de fumée. Donc du coup, c'est ma position que la cigarette électronique est une option chez les fumeurs. Mais malheureusement, on n'a pas encore les études d'efficacité chez l'homme, de toxicité non plus, qu'il faut surveiller les e-liquides et que les gens qui l'utilisent à durée limitée, avec des normes, des e-liquides aux normes européennes, donc pour éviter, par exemple, les pneumonies liées à PAP, donc liées à un e-liquide frelaté à l'acétate de vitamine E. Ce dispositif, très clairement, est non indiqué chez les non-fumeurs. Aujourd'hui, chez nos jeunes au collège en France, il y a beaucoup qui sont très attirés par les puffs, donc c'est des petits dispositifs de cigarettes électroniques, et ce dispositif peut les rendre accros à la nicotine. Concernant les techniques alternatives, donc je ne sais pas si on vous sollicite également par rapport à ça, l'hypnose, la méditation, l'auriculothérapie, dans les études, ça n'a pas montré d'efficacité dans le sevrage tabagique. Après, quelqu'un qui y croit, moi je leur indique qu'il faut le faire en complément de la prise en charge tabacologique, donc substitut et consultation. Et voilà, ne pas s'attendre à un effet miracle. Donc si l'hypnose ou la méditation permet de travailler la motivation ou la gestion du stress, c'est très bien, parce que pour certains, c'est un frein dans l'arrêt du tabac. En revanche, ceux qui pensent que dépenser 120 € et ressortir du bureau de l'hypnotiseur, après ils sont guéris, non, ça ne marche pas comme ça. Donc en conclusion, la question du tabac est l'affaire de tous. Voilà. Elle doit être systématique pour nos médecins, mais aussi pour nos infirmières, nos kinés, même chez un patient non motivé, chez un patient psychiatrique. Et donc, nous, on pose tous la question, le ask, on va tous dire qu'il faut arrêter le price, on va évaluer leur consommation de tabac, combien fumez-vous, mais ce qui est important pour avoir un taux de sevrage élevé, c'est assist, prescrire et arrange, proposer un suivi. Si vous, pour des raisons, voilà, parce qu'on a tous beaucoup de travail, ne pouvez pas assurer le suivi, ça peut être fait par un tabacologue ou par aussi le médecin traitant. Les traitements efficaces sont la varenicline et on regrette de ne pas l'avoir, et les substituts nicotiniques, pour moi le vapotage est une option, et l'échec fait partie de l'arrêt du tabac. Donc les gens qui rechutent, c'est pas grave. Et donc j'aime bien la phrase du professeur Lagru, qui est un des pionniers de la tabacologie en France: il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès reportés.
Je vous remercie. Moi, je pense qu'avant de donner la parole à la salle, je pose plusieurs questions. Le sevrage tabagique est avant tout basé sur la motivation. Plus la personne est motivée, et plus on aura un taux de réussite élevé. Alors, je pense qu'on a utilisé, pour vous dire un petit peu ce qui se faisait, on a utilisé beaucoup les substituts nicotiniques. Et d'ailleurs, on avait la chance d'avoir les deux présentations, les substituts en patch et les gants. Malheureusement, ces dernières années, on a des difficultés d'approvisionnement et donc les choses sont bien difficiles. Pourquoi l'approvisionnement? Parce que, comme vous l'avez dit, le prix il est tellement élevé que l'accessibilité est difficile. Donc je pense pour remédier à ce problème, il faut intégrer ça dans un programme de santé publique dans le cadre, par exemple, de la prévention des maladies chroniques telles que la BPCO. Pour essayer de remédier à ça, je ne pense pas que les gens ils vont pouvoir acheter 6 mois ou 8 mois avec peut-être 20 € la boîte, c'est un peu difficile. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut soulever. Deuxième point concernant les recommandations de... On n'a pas beaucoup d'expérience pour le Champix, pour vous dire. Mais pour les dernières recommandations, j'aimerais avoir des éclaircissements concernant l'application de ce produit en association avec les patchs. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien? Et pourquoi on le recommande chez les patients non motivés? Est-ce qu'il y a une explication? Bon, donc je vais commencer par la motivation parce que ça me semble un point très important. Oui, hein, une personne qui n'arrive pas à coller le patch, à un moment, on ne peut pas le faire à sa place. Ça, c'est vrai, et on ne peut pas arrêter de fumer à la place des fumeurs. Maintenant, on a nos jeunes qui pensent qu'arrêter de fumer, c'est très facile. Et voilà, quand on a suivi pour le pneumothorax, ils nous disaient, docteur, je vous jure, vous vous rendez compte, là, ça fait hyper mal, la moitié a été opérée, et à 6 mois, plus que la moitié a repris le tabac. Et nos patients au BPCO, lorsqu'on les interroge, ils disent, docteur, ça fait 50 ans que je fume, comment vous voulez que j'arrive à arrêter de fumer? Et finalement, lorsqu'on les rappelle à 6 mois, ben on est pratiquement au même taux de sevrage tabagique. Donc finalement, la motivation, oui, voilà quelqu'un qui dit, moi, je ne peux pas arrêter de fumer, on n'arrivera pas. Mais c'est aussi quelque chose qui s'y travaille, et commencer un traitement peut être une approche très intéressante. Dans les recommandations américaines, donc il y a 2 études qui ont été faites avec la varenicline, donc une sur des bronchites chroniques, et du coup, il y a une partie, la moitié, c'est écoutez, on va attendre que vous soyez motivé pour arrêter de fumer, et l'autre, c'est ok, on entend, c'est pas tout de suite, mais vous commencez pendant 1 mois le traitement, et on vous revoit dans 1 mois. Et avec le traitement, 1 mois plus tard, ben, ils avaient déjà pas mal réduit, et donc l'arrêt du tabac, qui était avant imaginé comme quelque chose comme imaginable, devenait possible. Et donc le taux de sevrage chez les gens traités, malgré une faible motivation, était le double de ceux où on attendait une motivation élevée. Donc je considère le tabac une maladie comme le diabète. Le diabète, on ne va pas demander aux gens de vous motiver ou pas, on prescrit. Et je pense que le tabac, il faut faire pareil, parce qu'ils vont mourir du tabac, et donc c'est important. Au Maroc, il y a eu des événements très importants. C'est la loi 1591 qui interdit théoriquement le fumage dans les lieux publics. Malheureusement, il n'est pas très appliqué. Mais n'empêche qu'on a connu des progrès énormes en ce qui concerne le tabagisme passif. Et c'est très important, parce que dans le cadre du sevrage tabagique, l'environnement, tabagique ou non, importe beaucoup, notamment au milieu familial. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'au Maroc, nous ne disposons malheureusement pas de produits qui aident au sevrage tabagique. Le Champix n'est plus commercialisé au Maroc, les termes non plus.
Ouais, j'en ai trouvé, hein, mais à 88 €, ce qui est quand même 4 fois le prix en France. Là, ils ne sont pas disponibles. Ah, ils ne sont plus disponibles parce que du coup, c'était un supermarché. On doit les importer. Ils ne sont pas disponibles au Maroc. Je veux dire qu'il est important de prendre en considération l'environnement pour l'aide au sauvage tabagique. Il ne suffit pas de cibler le fumeur, mais il faut également tenir compte de l'environnement. Non, mais je suis 1000 fois d'accord. Après, je constate qu'en France, il a fallu attendre 2018 pour rembourser les substituts nicotiniques. Dans les pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, où les remboursements sont beaucoup plus limités qu'en France, les substituts nicotiniques n'étaient jamais limités. Et du coup, c'est quand même un médicament qui coûte pas cher, donc voilà, qui est facile à produire et qui est extrêmement coût efficace parce que vous arrêtez, un fumeur qui arrête de fumer, c'est un infarctus du myocarde, une PPCO, un cancer de poumon en moins à traiter dans les années qui suivent. Merci, je ne sais pas si je peux intervenir. Merci Anne pour la clarté tes exposés avec l'atelier d'hier. Ben, je te remercie aussi pour ton engagement, on le sent à travers les présentations. Alors, partant du principe où le tabagisme est une maladie chronique et qui est récidivante, cette maladie, moi, à mon sens, elle est à l'origine d'une double dépendance, une dépendance physique et une dépendance psychocomportementale. Donc, il est inconcevable de prendre en charge juste la partie physique et ne pas prendre en charge la partie psychocomportementale. Alors, il faut, à mon avis, lors de la première consultation, bien identifier le problème. Il y en a ceux qui fument tout simplement parce qu'ils veulent reproduire le geste, le côté gestuel. Même si on n'en dispose pas des moyens de substituts nicotiniques, moi je pense qu'on peut les aider par les autres moyens, par l'éducation, par le conseil minimal et tout ça. Alors, je reviens aussi à cette maladie chronique, donc il faut qu'elle soit prise en charge dans le cadre d'une consultation spécialisée avec un suivi régulier, un programme bien planifié en impliquant le patient dans la prise en charge thérapeutique. Moi j'ai une toute petite expérience avec la varinictine, donc le Champix, ça donnait de très bons résultats. Et j'étais vraiment déçue après le scandale qu'il y a eu de suicide, de risque chez les diabétiques, parce que ça masque aussi les signes d'hypoglycémie. Parce que quand on sensibilise le patient en lui disant que c'est une maladie, donc on a besoin d'une prescription. Donc il était rassuré en sortant avec une prescription médicale. Alors, ma petite expérience, donc j'ai fait un petit travail sur une centaine de patients. Les rechutes à 6 mois sont à 15%, donc c'est vraiment décevant. Et à 3 mois, c'était aux alentours, plutôt à 3 mois 30% et à 6 mois 15%. Donc tout ça pour dire qu'il est important de les prendre en charge de façon régulière en consultation, essayer de retarder le planning au maximum, voire à 1 an, voire 2 ans. Voilà. Je suis d'accord, hein. Après, objectivement, 80% des fumeurs qui arrêtent de fumer le font seuls. Après, les patients que nous on voit en consultation, par définition, c'est déjà des fumeurs avec des complications respiratoires, donc des fumeurs extrêmement dépendants, d'où l'importance de la prescription. Et je pense que nous, pneumologues, ils ont confiance en nous, donc c'est important qu'on l'initie. Après, pour le suivi, je suis aussi d'accord, parce que souvent, vous en avez vu moi aussi, des gens qui disent le patch ça n'a pas marché, mais en fait ils sont passés de 20 cigarettes à 3 cigarettes. Et les 3 cigarettes qui restent, ben, finalement ce n'est plus la dépendance physique, et donc c'est apprendre un nouveau comportement sans la cigarette, et là on est dans les thérapies cognitivo-comportementales, et ça prend du temps, et c'est un métier, et donc ça c'est les tabagistes. Mais voilà, je pense que le message aussi, c'est pas dire en fait moi je suis pneumologue, je m'en occupe pas, je les envoie au tabaco, parce que là, la moitié ne vont jamais arriver chez le tabacologue. Donc quelque part, initier et le suivi. Par rapport à la varinicline, c'est un traitement qui a une facilité de prescription qui était extraordinaire, et c'est vrai qu'en médecine, on est bien donné le traitement le plus efficace en première intention. Donc l'analyse de l'ATS était
extrêmement bien faites. Maintenant, on n'a pas le produit, on ne peut pas les créer, nous, à leur place. Moi, je pense qu'il faut les rassurer, les inciter à revenir en consultation, même s'il y a des faux pas, et essayer d'étudier ces faux pas et trouver des solutions. Voilà. Merci. C'est difficile de poser des questions dans la date. Aux États-Unis, suite au bombardage Panamé, l'ERS avait émis des messages extrêmement négatifs sur la pape, via son président. La SPLF avait essayé de moduler un petit peu cette prise de position très ferme de l'ERS. Et je voulais savoir où sont en était dans la position de l'ERS par rapport au bombardage. Est-ce qu'ils avaient évolué ou pas? En tout cas, on a été embêté à la SPLF parce qu'on était plutôt très trop bas. Voilà. Du coup, effectivement, donc, on n'a pas des connaissances précises, on est dans les croyances. Et donc, il y a ceux qui vont défendre la cigarette électronique et ceux qui sont très opposés. Donc, ceux qui sont des grands pourvoyeurs d'utiliser la cigarette électronique dans le sevrage tabagique, ce sont les Anglais. Après, ceux qui sont très opposés, c'est le groupe tabac effectivement de l'ERS, et il y a en particulier une personne grecque. Donc moi, je compare leur taux de prévalence du tabagisme. Donc il est de 50% en Grèce et de 12% en Angleterre. Voilà, ça c'est pour moi mon évaluation. Mais aujourd'hui, oui, je suis très embêtée par la position extrêmement négative. Tout leur rapport est bien détaillé et objectif. Et donc après, c'est la conclusion où ils sont extrêmement négatifs sur la cigarette électronique que je ne comprends pas. S'il vous plaît, deux petites questions pour vous. Vous ne parlez pas du tout des plus propions. Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça? Et ma deuxième petite question, pour les gens qui utilisent les substituts, très souvent ils sont appelés à nous poser des questions. Est-ce que quand même je peux fumer une cigarette? Ou deux? Du coup, c'est ce que j'ai montré avec ma montagne. Pour faire une réduction, il faut la faire avec les substituts. Parce que du coup, le patch, il va apporter la nicotine propre. Et donc, la meute de chiens va avoir besoin de beaucoup moins de nicotine et forcément, ils vont réduire progressivement le nombre de cigarettes. Donc, si on a prescrit un patch au départ, que la personne fume toujours plus de 7 cigarettes, il faut augmenter le patch de 7 mg. Et donc, clairement, les grands fumeurs, ils ont plusieurs patchs. Là, actuellement, notre record, c'est 5 patchs. Bon, après, pour trouver, titrer la bonne dose de nicotine avec 5 patchs, ça prend un peu de temps. Du coup, l'ibupropion, donc il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, il y a des crises convulsives, en particulier avec les neuroleptiques, l'alcool. L'efficacité n'est pas supérieure au substitut nicotinique, et donc avant, lorsqu'on avait la varenicline, c'était très simple, c'était la varenicline en première intention. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Voilà, peut-être que je vais retourner sur le bupropion. Après, en France, il n'est pas remboursé. Une avant-dernière question. Madame Stark, elle a demandé. On va voir. Oui, donc j'ai deux petites questions concernant l'association. Donc, est-ce qu'on peut faire associer et deuxième question, la durée. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 3 à 6 mois? Donc, du coup, dans les études de l'évaluation du rapport de l'APS, ils les ont gradés par niveau de preuve. Niveau de preuve élevé, c'était varenicline en première intention. Niveau de preuve faible, c'est chez les gros fumeurs d'associer varenicline plus substitut nicotinique. Au niveau du substitut nicotinique qui a été utilisé, c'était le patch. Il n'y a pas d'étude avec varenicline plus substitut oraux. Et du coup, chez les fortement dépendants, la double association marche mieux que la simple. Par expérience, qui prescrivait beaucoup de varenicline, je commençais par la varenicline et j'ai rajouté des substituts oraux. Parce que du coup, il y a un côté compulsif, ça pouvait être aussi la cigarette électronique, et du coup, ça permet de répondre à la demande. Mais clairement, les très gros fumeurs, ils ont parfois besoin des deux. Le niveau de preuve est moins élevé. Au niveau de la durée, vous avez raison, c'est une question très importante. La durée minimale est d'au moins 3 mois. Et du coup, ça a été montré, c'est plus efficace quand on fait plus de 3 mois que moins de 3 mois. Après, moi, j'explique aux
fumeurs ou ex-fumeurs, que finalement le tabac, ça les a accompagnés pendant 30, 40, 50 ans. Voilà, on n'est pas à 3 ans après, et ils sont tous d'accord. Donc ça ne pose pas de problème. Deux dernières questions courtes, s'il vous plaît. Madame Zab, Madame Simon, on va arrêter rapidement. Merci pour ce sujet qui nous tient tous à cœur. Il y a une cigarette électronique qui se vend aux Arabes qui s'appelle la IQOS. Ça s'appelle la IQOS. IQOS, c'est un produit de tabac chauffé qui est développé par Philip Morris pour un Smoke-Free World. Du coup, on est dans un produit qui contient de la nicotine, qui est chauffé, mais dans les études indépendantes, quand même aussi un peu brûlé. Donc, on a toujours des goudrons, probablement beaucoup moins, certainement moins qu'avec la cigarette. Voilà, moi j'ai une préférence à la cigarette électronique par rapport au tabac chauffé. Après, entre le tabac et le tabac chauffé, je pense que le choix il est aussi vite fait, ça ne peut pas être pire que la cigarette. Après, je me méfie de Philip Morris. Là actuellement, ils ont une démarche de voilà, Smoke-Free World, voilà. Mais en même temps, ils continuent de développer leur marché en Afrique, en Asie, parce qu'en Europe, au niveau législatif, ça devient de plus en plus restrictif. Et pour faire, et c'est une entreprise, du chiffre d'affaires, il faut des gens indépendants. Et donc aujourd'hui, nos jeunes, ils sont accros à une petite cigarette électronique qui s'appelle Joule, et ça c'est aussi au groupe Philip Morris. Voilà. Donc j'ai du mal à croire à leur bonne motivation d'avoir vraiment un montant. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. J'ai deux petites questions. Dans votre pratique quotidienne, chez les grands fumeurs, est-ce que vous préconisez d'emblée l'arrêt brutal et l'introduction de substituts nicotiniques, tout en sachant qu'il y a derrière un risque de syndrome de sévrage, ou plutôt vous insistez sur la thérapie cognitive ou comportementale? Une fois le patient atteint un nombre réduit de cigarettes, vous introduisez à ce moment-là les substituts nicotiniques. Et ma deuxième réflexion à propos de la cigarette électronique, on a beaucoup de patients qui ont switché vers la cigarette électronique et sont toujours dépendants. Ça sous-entend stimulation récepteur. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est une alternative au sévrage tabagique? Bon, la première question, c'est l'urgence, c'est d'enlever la fumée. Voilà, c'est la fumée qui rend malade. Après, la nicotine est un deuxième débat. Même avec les substituts nicotine, de temps en temps, on en a qui restent accros, qui continuent de garder des gommes, des pastilles. J'ai un collègue, je pensais qu'il avait une tumeur au niveau de la mâchoire, mais en fait, 10 ans avant, il avait arrêté de fumer et gardé une gomme en permanence au niveau de sa bouche. Et aujourd'hui, on ne connaît pas d'effet néfaste au niveau physique, pulmonaire, cardiaque, de la nicotine, pastilles, médicaments. Au niveau... pardon, là j'ai... Cognitivo-comportemental. Au niveau comportemental. Donc du coup, nous, nos grands fumeurs, dans les consultations de pneumologie, je prescris les substituts nicotiniques, je les envoie à ma collègue tabacologue et je évite de jouer sur les deux plans parce qu'on ne peut pas avoir l'empathie et de l'autre côté, le côté pneumologie. En consultation de tabaco, donc mes consultes de tabaco, la première dure 45 minutes. Donc c'est très long et je les rappelle, et donc les autres consultations sont par téléconsultation, 2-3 semaines plus tard, et ça dure 15 minutes. Et donc on commence par un traitement fort, on va inhiber une substitut nicotinique. La majorité des très grands fumeurs, ils vous disent, docteur, c'est impossible d'arrêter de fumer demain. Celui qui vient et dit, je veux arrêter de fumer demain, je dis, ok, essayez. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Les autres, ils font une diminution progressive. L'objectif, c'est de se fixer un arrêt. Ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 1 mois. L'objectif, c'est l'arrêt. Après, voilà, si vous voyez 1 mois, ça fait 30 ans que vous fumez, on n'est pas 1 mois après. L'arrêt complet est hyper important parce que c'est illusoire de penser pouvoir fumer de temps en temps une bonne cigarette. La meute de chiens, si elle boit une cigarette, elle en veut une 10e. Par rapport au vapotage,
très important pour ceux qui arrêtent de fumer avec la cigarette électronique. 3/4 des vapoteurs sont en fait des vapofumeurs. Donc ils ont leur moment cigarette électronique et puis ils gardent quelques, entre guillemets, bonnes cigarettes. C'est parce que le pic de nicotine de la cigarette, il est toujours meilleur que celui de la cigarette électronique. Et on est d'accord, si ça a marché pour enlever 16 cigarettes, s'il en reste 4, ça marchera aussi sur les 4. Donc c'est qu'il faut se fixer un jour de l'arrêt complet de la cigarette. Après, voilà, si on peut arrêter la nicotine dans un deuxième temps, c'est parfait. Et arrêter la cigarette électronique, parce que ça reste quand même un produit dont on ne sait pas exactement ce qui est dedans. Donc c'est pas un produit parfait. Après, voilà, il ne faut pas que la personne reprenne les cigarettes. Pour conclure, je pense que je précise que les produits qui sont disponibles au Maroc, ils sont en défaut d'approvisionnement. Ils sont toujours disponibles, commercialisés, attendant les prochains jours et les prochains mois qu'ils soient. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en arrêt de commercialisation, ils n'ont jamais demandé d'arrêter la commercialisation de ces produits. C'est juste l'approvisionnement. Donc ils sont toujours disponibles en espérant avoir les produits à l'avenir. Deuxième chose, la fumée de tabac qui comprend 4000 substances et on connaît une quarantaine. Je pense que aussi la cigarette électronique, elle comprend beaucoup d'autres substances qu'on ne connaît pas et la nocivité et le risque est là. Et donc je pense qu'il vaut mieux ne pas encourager cette notion. Il faut nuancer, mais on ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est les deux nuances. Merci.